bienvenue sur le plateau des maternelles. Ça y est, on est vendredi. 1000 émissions passées avec vous. Merci infiniment. En ce dernier jour anniversaire, nous allons partager les plus belles histoires de naissance et pour l'occasion, nous sommes ensemble jusqu'à 11 h, je vous le rappelle. Nous les avions rencontrés quelques jours avant l'accouchement. David va enfin pouvoir vivre les premiers gestes de papa avec sa fille Sivan. Il sera avec sa femme Julie et avec nous sur le plateau des héros des maternelles. Attention, leur vie a changé. Dans notre grande discussion, 4 couples et Boris Cyrulnik nous raconteront les bouleversements occasionnés par l'arrivée de bébés. Et puis dans la série Maman d'Europe, on partira en Finlande, le pays du Père Noël, du sauna, mais aussi des familles recomposées et du congé paternité. Et puis Axel Lafont nous fera l'honneur de venir fêter avec nous l'anniversaire des maternelles. Évidemment, comme chaque jour, Nathalie Le Breton sera présente, mais pour un mat.com spécial 1000e. Et nous la retrouverons dans la séquence 1000 façons d'être père avec Lucien qui nous racontera comment il s'implique dans l'éducation de son fils Bilal. Dans le pêle-mêle spécial 1000e avec Axel Lafont, il y aura aujourd'hui Charlie, Laïla et une nouvelle recrue, mais je n'en dis pas plus. Je la connais, mais elle est complètement barrée, vous verrez. C'est mon assistante, elle s'appelle Karine. Bref. Et nous retrouverons les meilleurs moments en fin d'émission. Meilleurs moments, les maternelles, évidemment. Appel à témoins. Votre enfant est né prématurément et il a dû séjourner à l'hôpital avant de pouvoir rentrer à la maison. Comment se sont passés les premiers moments chez vous? Quel lien avez-vous tissé avec lui? Venez nous en parler. Vous avez adopté un enfant, mais à votre grand désespoir, vous vous êtes aperçu que le feeling ne passait pas entre lui et vous. Malgré tous vos efforts, vous envisagez ou vous avez pris la décision de vous séparer de lui. Comment avez-vous vécu cet échec? Vous venez nous faire part de votre expérience. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit par Internet. Mais tout de suite, enfin, David et Sivan et Julie. À semaine spéciale, séquence spéciale, tout au long de la semaine, nous allons découvrir les bébés des maternelles, nos héros. Alors vous avez rencontré leurs parents au mois de février, bah ça y est, la maman a accouché, le papa qui était sur le plateau est là aussi. Bonjour Julie, bonjour David et bonjour Sivan. Bienvenue sur cette terre, Sivan. Elle a 10 jours? Tout à fait. Bon, regardez l'air heureux, on dirait une publicité. Tout va bien? Super. Comment s'est passé l'accouchement? Bien, pas prévu, mais très bien. Bah si, c'était un peu prévu quand même. Oui, l'accouchement, oui, mais bon. voilà, l'accouchement, oui, était prévu, mais pas de cette manière-là. Et pourquoi il s'appelle Sivan? Comment avez-vous choisi ce prénom? C'est un prénom hébraïque qu'on avait choisi depuis quelque temps. Ça veut dire quelque chose? Tout à fait, c'est le mois de juin dans le calendrier hébraïque et surtout c'est l'éclat du soleil. Waouh wow. C'est notre soleil. Rayon, quoi. Voilà, plus qu'un rayon, c'est un éclat. Voilà. Bon, je vous propose de vous retrouver. Donc, le mois dernier, c'était quelques jours avant votre accouchement, Julie. Je suis déjà papa de 2 petites filles, Léa qui a 5 ans et Yona 2 ans. 2 petites filles de 2 mamans différentes. Que vous n'avez pas élevées. Que je n'ai pas élevées parce que la vie a fait que j'en ai été séparé dès la naissance. On va dire que les 2 premières fois, vous n'avez pas vu grandir... Voilà, j'ai loupé tous les premiers moments, c'était assez difficile. Bon. Et... Comment qualifieriez-vous l'arrivée de ce bébé? Une petite fille, on peut le dire. Voilà. On ne connaît pas le prénom, on n'a pas le droit de le savoir, mais une petite fille. Comme un joli cadeau et surtout comme une récompense pour tout ce qu'on fait pour aspirer au bonheur, une vraie récompense. Une récompense et puis surtout on se dit bon bah ça y est, on a traversé des choses très douloureuses et là bah on voit le bout du tunnel et une revanche sur la vie vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce petit bout qui va naître que vous n'avez pas fait avec les 2 premières? Bah justement, pouvoir vivre tous ces premiers moments, les premiers pas, les premières dents. Premières dents, etc. Vous avez vu les échographies, j'imagine? Oui. Vous l'imaginez comment ce bébé? Mais on n'imagine pas en fait. On n'imagine rien. On le sait puisque avec les échographies 4D aujourd'hui, c'est tellement. Oui, ça incrase un peu les. Elle a mes lèvres. Ouais. Bon. Elle a mes lèvres, ça c'est sûr. Et elle a, je pense, le nez de sa belle-maman. De sa grand-mère, pardon. Bon. Oui. Voilà. Mais elle n'a pas la moustache de son père. Non, je pense pas. C'est pas prévu au programme. J'espère pas. Est-ce que vous appréhendez un petit peu l'accouchement, Julie? Non. Enfin, je le conçois pas. C'est comme j'ai eu une grossesse exemplaire, je l'imagine de manière très sereine. Et puis bon, bah ça viendra quand ça viendra. Et puis on verra comment ça se passera. Et pour vous, David? Moi, c'est votre troisième, vous, en même temps. C'est mon troisième. Bon, en même temps, il va y avoir plein de choses qui vont remonter sans doute à la surface, beaucoup d'émotions. Donc. Vous faites aider un petit peu? Je l'ai été.
plus maintenant, parce que j'ai ma femme qui m'aide et c'est notre relation qui fait que tout va bien aujourd'hui, complètement. Bon, d'ailleurs, fin du suspense, on était là pour l'accouchement, c'est dans quelques secondes. Bon, Sivan, elle a bien la bouche de Julie, à votre avis? Ah oui, c'est clair, c'est sa maman tout craché. Et le nez de la belle-mère? Surtout des filles de David en plus. Ah, c'est bien. On a comparé les photos de naissance et c'est vrai que c'est le même nez à la naissance. Hein. C'est sûr, elle est de nous. Bon, alors, comment se sont passés les derniers jours entre le moment du tournage et l'accouchement? Beaucoup d'impatience. Oui, on en a marre à la fin. J'attendais vraiment avec impatience, mais bon, toujours la même pêche. Et puis bon, puis on attendait, et puis c'est venu. Et la pression montait, David, ou pas? Pas franchement. Je voyais Julie sereine, donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Elle n'avait aucune appréhension de l'accouchement, donc il n'y avait pas de raison d'avoir de la pression, là. Bon, allez, sans plus attendre cet accouchement, nous y sommes allés. Grâce à vous, merci de nous avoir autorisé à vivre avec vous. C'était très, très fort, regardez. Alors, David, c'est pour ce soir, l'accouchement? Eh ben oui, ça y est, c'est parti, là, hein, on est sur la bonne voie. Et Julie, comment elle se sent? Elle va bien, elle va bien. Elle a des petites contractions qui commencent à arriver, donc des douleurs qu'elle ne connaissait pas, mais avec la péridurale, ça devrait bien se passer, je pense. Encore une petite? Ah bah oui, quand même. Hein. On a un peu de morphine, histoire de question. Enfin... En fonction de ta douleur, hein. Il n'y a pas de raison que tu souffres si on peut calmer la douleur. Bon, j'ai pas envie d'être complètement dans les choux. Voilà. Je commence à stresser. Moi, je sais pas. Je pique. Et là, ça va déjà mieux. C'est peut-être psychologique. je pense. Je crois que je suis bien partie pour avoir une péridurale. Hein. J'avais aucune notion de la douleur. J'avais dit à l'anesthésiste que ça serait au feeling, mais bon, bah, je pense que je vais pas attendu longtemps, mais je suis pas maso non plus, donc. Ça va, David? Oui. L'émotion est en train de monter? Ouais, l'émotion et l'impuissance de rien pouvoir faire pour la douleur de Julie. Je supporte pas de voir les gens. En partant de la maison, j'avais l'impression qu'on partait en vacances, tellement il y en a. Tout à l'heure. Cette fois, elle a vraiment perdu les os. Ah, ça y est. Il est temps que l'anesthésiste arrive. Bon. C'est rien. On s'imaginait pas ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il fait une césarienne? Apparemment, c'est parce que le bébé reste trop haut dans le ventre, il descend pas, donc le col ne s'ouvre pas non plus. Enfin, c'est tout plein de choses qui sont cumulées et donc il ferait que pour la santé du bébé, premier bébé, il vaut mieux la faire sortir par voie haute que par voie basse. Vous êtes déçu? Pour elle. Bon, elle est triste, elle a pleuré un petit peu tout à l'heure. J'aime pas. Et je me dis quelque part, encore une fois, que j'étais pas vraiment prêt, enfin, entre guillemets, parce que j'ai du mal toujours à me faire à l'idée que, enfin, je vais avoir mon enfant chez moi. Je parlais de toutes ces émotions qui allaient remonter, mais voilà. On a incisé. D'accord, j'arrive.
choisi ma bataille. Je vous les laisse. C'est fatigant. Ouais, fatigant. La péridurale, la césarienne, tout ça, ça passe très 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 loin. Quand elle est sortie, on oublie tout. Quand je l'ai vue, c'est une vague de bonheur qui m'a vraiment transportée. Et puis, c'est Sylvane, notre soleil. Alors David, quand vous voyez ces images, ça vous émeut? Ah oui, bien sûr. Vous repensez à... Alors c'est marrant parce que quand vous regardiez le reportage, vous disiez « Ah bon, j'ai perdu les os finalement avant la péridurale et tout ». Vous vous souvenez pas en fait des détails? Ah, vraiment pas. C'est passé, ça a été un très très bon moment paradoxalement dans le sens où les minutes, ça a duré longtemps quand même, mais ça s'est passé de manière très très agréable et j'avais aucune notion de savoir à quel moment j'avais perdu les os. Donc voilà, dans le reportage, je le situe maintenant. Donc. Mais on voit quand même que vous avez vécu l'annonce de la césarienne comme un choc. Hein. Je ne sais pas qui était le plus choqué des deux, David, ou ça... Ah, moi, oui, je pense que ça m'a terriblement choqué. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que j'avais de la peine pour Julie. Parce qu'elle voulait vraiment accoucher par voie basse. Voilà, sa grossesse a vraiment été exemplaire et je voulais vraiment qu'elle puisse accoucher par les voies basses. Et... Pourquoi vous l'avez vécu comment? Vous vraiment, c'est comme si... Parce qu'on a déjà fait des grandes discussions sur la césarienne et parfois c'est comme si on avait volé l'accouchement à certaines mamans. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Non, on ne me l'a pas volé, c'est juste que je ne m'y étais pas du tout préparée. Vraiment pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était naturel que ça se passe par voie basse, c'est tout. Donc quand on en a parlé au début, on en a parlé comme ça, je me suis dit, bon, ils en parlent, mais bon, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Et puis quand ils m'ont dit, bon, ça y est, la péridurale, c'est pas une péridurale de confort, c'est une péridurale médicale, j'ai compris que ça arrivait. Et j'ai demandé à David qu'il appelle sa mère pour que je puisse lui parler. Je savais que je n'avais pas mon mot à dire, que je n'allais pas dire non, je veux pas, parce que c'était la santé de ma fille avant tout. Mais j'avais besoin de lui parler, de lui dire voilà, je vais avoir une césarienne. Et puis elle a su trouver les mots, bon, j'ai pleuré, bien entendu, c'est normal, mais c'est pas vraiment la déception, c'est surtout de l'inquiétude, se dire mais c'était pas comme ça que c'était dans ma tête. C'était pas le projet de naissance. Voilà, c'était pas comme ça que c'était dans ma tête. Donc. D'accord. Vous aviez fait une préparation à l'accouchement? Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas éventualisé ça? Le seul cours que vous aviez loupé, c'était ça? Voilà, le seul cours auquel j'ai pas assisté, c'est ça. Voilà. Et je suis allée voir la sage-femme après, donc qui m'a préparée à l'accouchement. Et je lui ai dit, maintenant, dites à vos patientes et tout, c'est important d'y aller quand même. Nous, on le dit. Faut pas dramatiser non plus, mais il faut y aller quand même, au moins qu'on sache. Mais bon, on a une équipe médicale extra. Vraiment, vraiment. On les remercie alors. Ah oui, vraiment, vraiment. Vous vous souvenez des premiers moments où vous vous êtes retrouvés tous les trois? Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'était dans la salle de travail. Ils m'ont ramené du bloc. Ils ont amené David et Sylvane pour me la mettre au sein. Et c'est à ce moment-là, on s'est retrouvés tous les trois, donc pendant à peu près 1h30, je pense, une bonne heure et demie. Donc moi, elle était contre moi. Ensuite, David l'a eu un peu, mais c'est vrai qu'il se sentait pas très très bien. Ouais, j'étais un peu. C'est là où les émotions sont remontées? Je pense qu'une grande partie d'émotions. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes effondré en larmes? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pendant une journée, pratiquement, oui, après l'accouchement, je pleurais toutes les 2 minutes. C'est vrai? C'était de bonheur ou c'était tristesse par rapport aux années passées? Les deux, exactement. Tout était mélangé? Oui, tout était mélangé. Des chutes de tension. Ouais, j'ai fait pas mal de chutes de tension. C'est bien, vous avez évacué tout ce mal-être. Ah, complètement, oui. Et donc, du coup, Julie, c'est vous qui avez dû lui remonter le moral? Ah, mais elle était en super forme. Ah, moi, j'étais comblée, vraiment. Ce que je dis, bon, la césarienne, c'était pas prévu, mais... Bon, c'est pas si douloureux que ça? Non, vraiment pas. Non, puis elle était avec moi, donc c'était ce qu'il fallait. C'est vrai que dès qu'on l'a entendu, de toute façon, le ça cri. efface tout. Et vous avez eu droit à ce premier regard?
Oui, mais pas. La sage-femme me l'a présenté immédiatement, mais j'avais perfusion, donc j'ai pas profité tout de suite. C'est surtout quand j'ai beaucoup apprécié que la sage-femme, qui nous a reçus, donc dès notre arrivée à la maternité, tienne bien en compte que je voulais absolument l'avoir au sein et au pot à pot, ce qui n'était pas forcément évident avec une césarienne. Et on a eu un changement d'équipe. Ils étaient en train de l'habiller, la changer, l'habiller. Elle a dit non, vous la déshabillez, vous la mettez contre sa mère. Elle est vraiment restée jusqu'à la fin, alors que bon, elle aurait pu s'en aller. Et donc vous l'allaitez? Voilà, Sylvane. tout à fait. Voilà, Sylvane est au sein et l'allaitement, c'est un régal. Ouais, ça passe à merveille aussi. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes un autre homme, David. On sent que vous êtes passé à une autre étape. Je vous sens super serein. Ah, je suis toujours très bien. Et puis voilà, j'ai ma fille à la maison et. Donc il va y avoir les premières étapes. Voilà, tout ce qu'il n'y a pas eu, maintenant je vais l'avoir. Dans 4 mois, premier D'ailleurs, sourire. j'ai fait une petite réflexion, parce que là je suis en congé paternité, je profite. Ouais. Et j'ai dit tout de suite à Sylvane, quand je l'ai vu, tu vas voir, on va pouvoir passer 14 dodos ensemble. Et Julie m'a repris tout de suite, elle fait non, pas 14, mais bien plus toute la vie. Oui. C'était ça, avec Léa et Yona, c'est ça, on a un dodo, 2 dodos ensemble, 3 Il faut toujours compter, là, c'est tout le temps. Tandis que là, c'est ça qui change tout, quoi. Et c'est vrai qu'au quotidien, je me le remémore et maintenant, c'est ce qui me fait aller très bien. Écoutez, plein de bonheur. On va essayer de vous suivre dans les années qui viennent, parce que nous c'est pareil, on compte pas les dodos, les maternelles, c'est parti pour 50 ans, je pense. Ça ne sera pas toujours avec moi. Mais bon. Donc on se suit. Avec plaisir. Plein de bonheur, Merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'arrivée d'un bébé est toujours un bouleversement et parfois il donne en plus à ses parents la force de s'adapter à une situation inattendue ou le courage de réaliser leurs rêves. D'où vient ce pouvoir irrésistible? Quelle relation se noue entre parents et enfants quand la naissance fait basculer le cours des choses? Ce bébé a changé ma vie, c'est une enquête de Viviane Contry et de Cécile Ney. Et pour nous en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir à nouveau Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation spéciale millième. En plus, c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe. Vous êtes neuropsychiatre, éthologue et l'auteur entre autres de ces 2 ouvrages, Parler d'amour au bord du gouffre, paru chez Odile Jacob, mais aussi celui-ci, Sous le signe du lien, paru chez Hachette Littérature. Vous nous expliquerez ce matin, si vous le voulez bien, que l'arrivée d'un bébé peut être une véritable révolution et quel lien se noue alors entre parents et enfants à ce moment-là. Nous sommes aussi en compagnie, alors ce matin, de 3 mamans. La première s'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez répondu à notre appel à témoins, merci beaucoup. Vous avez 35 ans, vous habitez Marseille, on va l'entendre très bientôt. Pour vous, ce n'est pas un, mais 3 bébés qui vont changer votre vie. Félicia, Alexia et Jade, par ordre de naissance. Des triplés que vous avez eus après un douloureux parcours de stérilité. Quel âge elles ont aujourd'hui? 4 ans. 4 ans, pas trop. On revient vers vous tout à l'heure. Avec nous, il y a également Maïté. Bonjour Maïté. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez 33 ans et depuis 3 ans et demi, vous habitez à Saint-Sébastien, c'est ça? Saint-Sébastien. Dans la Creuse. Vous êtes la maman de Melvin qui a 5 ans, mais aussi de Livia qui a 10 mois. C'est à la naissance de votre fils que vous avez décidé de changer de vie, de quitter l'excitant milieu de la publicité et Paris pour aller vivre à la campagne. On revient vers vous aussi tout à l'heure. Mais tout d'abord, on reçoit aussi Elsa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre appel à témoins. Vous avez 25 ans, vous habitez dans la Saône-et-Loire. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes la maman de Madigan, Madigan. qui a 9 ans, et de Lucas, qui Et a de 5 Lucas, ans. oui. Donc si je calcule bien, vous étiez enceinte de votre premier enfant à 16 ans? Tout à fait. Un bébé à 16 ans, alors où les adolescentes sortent en boîte de nuit, c'était un choix? Non, c'est venu par hasard, mais bon, on a pris le choix quand même. Et c'est venu au bout de combien de temps après les débuts de votre relation avec votre C'est compagnon? venu 9 mois après, donc c'était de bonheur aussi. Ah oui, oui. Donc un bébé de bonheur, mais dans la relation aussi. Bon, et alors, le choix a été vite vu? Ah oui, C'est vrai? le bébé pour moi, oui. C'était sûr? Ah oui, sûr et certaine, oui. Et pour lui? Bah, lui aussi, parce qu'il avait quand même, on avait quand même une différence d'âge. Oh, il avait 20 ans. Il avait 21 ans. C'est vrai qu'il était très très vieux. Bon, et donc il a bien réagi? Enfin, Oui, plus responsable, oui. il se sentait prêt Ah, tout à à fait, être oui. papa? Tout à fait, oui. Mais vous êtes... À 21 ans, oui. Vous vous imaginiez ce que ça allait changer dans votre vie ou pas? Un petit peu quand même, oui. Ouais? Oui. Vous aviez vu des gens comme vous aviez lu? Non, par contre, je rien. n'avais pas connu avant, non. Et comment Non. a réagi votre famille? Au début, c'était un petit peu tendu, mais après, non, très bien, parce que c'était le premier bébé dans les 2 Bah oui, familles forcément, en plus. 16 ans. Donc,
aussi bien de mon côté que du côté de Raphaël. Donc, Vous appréhendiez quelque chose ou pas? absolument pas. Non. Et on est insouciant à 16 ans. Et oui. Bon. Et vos amis, vos copines et tout, elles ont dit quoi? Bah, elles l'ont pris comme c'est venu parce que 2-3 personnes ont pris modèle aussi sur moi. Après. Non. Si. C'est pas vrai. Et si. 2-3 copines comme vous de 16 ans? Oui, tout à fait, oui. Alors qu'avant, aux alentours, je connaissais personne qui... Bon, en quoi ce bébé a changé votre vie? Eh ben, l'arrêt des études et avoir le rôle de maman Ouais. au quotidien. C'était un choc ou pas? Pour moi? Ouais. Non, absolument pas. Non. Les gestes étaient innés? Inné, oui. C'est vrai? Bah oui. Mais vous vous sentiez déjà mûr, un peu adulte à 16 ans? Bien assez, oui. Ah ouais. Bon. Boris Cyrulnik, la maternité pour une femme, bon, en général, c'est toujours un grand bouleversement, mais alors à 16 ans, c'est un séisme? Enfin, à part pour elle. Bon. Oui. Non, dans notre culture, c'est un séisme, mais dans notre culture, il y a une génération, c'était fréquent, c'était même la règle. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance avaient 20 ans, elles avaient déjà 2 enfants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cultures aujourd'hui où les femmes de 15 à 20 ans mettent au monde leur premier enfant. Mais dans notre culture, où le développement de la personnalité est devenu une valeur de notre personnalité, la plupart des femmes, d'abord, s'achèvent elles-mêmes, enfin s'achèvent, se développent, s'aboutissent elles-mêmes, et elles mettent au monde aujourd'hui leur premier enfant à 30 ans parce qu'il y a une autre valeur qui est dans notre culture. Mais les femmes sont capables de mettre au monde des enfants très tôt. C'est sûr. Mais alors, est-ce qu'il y a pas des critères, mais est-ce que des profils de jeunes femmes qui tombent enceintes à 16 ans alors qu'elles ont quand même accès à la pilule et voire à l'IVG? Alors, aujourd'hui, les grossesses précoces, parce que 16 ans, c'est pas vieux quand même, hein, C'est jeune, oui. les grossesses précoces se trouvent la plupart du temps dans une population de filles qui ont eu un attachement insécure. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés dans leur développement, où il y a eu des difficultés autour d'elles. Et généralement, c'est dans cette population-là qu'on trouve les grossesses précoces. Mais c'est la cause d'un groupe, c'est pas forcément la cause d'une personne. Hein. Mais, comme si elles n'avaient pas eu suffisamment d'affection et qu'elles avaient dans leur enfance et qu'elles avaient besoin de le compenser en faisant un enfant. Alors, il y a cette explication-là. Il y a les filles qui, effectivement, s'épanouissent et changent de manière d'aimer grâce à l'enfant qu'elles mettent au monde et grâce au père. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'enfant participe à leur épanouissement, mais il y a des grossesses précoces aussi qui sont des facteurs de risque, c'est-à-dire c'est des jeunes femmes qui n'ont pas très conscience de ce qu'elles font, qui se laissent embarquer par une pulsion ou par un homme et qui se retrouvent enceintes à un âge où elles n'ont pas encore l'autonomie psychologique et sociale pour assumer un enfant. Mais c'est notre culture qui produit ça parce qu'il y a une génération, ce n'était pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque un chemin de vie qui est tracé pour la majorité d'entre nous qui avons une enfance assez sécure, justement, effectivement. C'est-à-dire premier rapport sexuel à 17 ans. 17 ans et demi. 17 ans et demi, pardon. C'est vrai que ça compte à cet âge-là. Premier enfant, vous disiez, vers 30 ans. En moyenne, 1,8 enfants et peu de relations extra-conjugales. C'est dingue. Alors, oui, on est plus déterminé par la société qu'on le croit. Hein. On croit que ça vient de nous, mais ça vient de ce qui a été imprégné en nous par notre famille et notre culture. Alors effectivement, on peut prédire que lorsqu'une fille a des parents qui ont fait des études et qui ont une feuille d'impôt assez conséquente, on peut prédire qu'elles mettront au monde leur premier enfant à 30 ans. On peut prédire qu'elles auront 1,7, 1,9 enfants aujourd'hui. Et on peut prédire même le nombre d'aventures extra-conjugales qu'elles auront. Mais c'est des valeurs de groupe. Hein. C'est vrai pour un groupe, c'est pas forcément vrai pour une personne. Bien sûr. On revient du côté des papas, des jeunes papas. En revanche, ça doit être très angoissant de devenir papa à 18, 19, 20 ans. Pas toujours. Beaucoup de jeunes hommes éprouvent ça aussi comme un épanouissement, c'est-à-dire qu'ils sont, pour la première fois de leur vie, responsables. Parce que aujourd'hui, dans notre culture, on a tendance à beaucoup trop déresponsabiliser les jeunes. On les accueille dans notre société beaucoup plus tard qu'avant. Donc, ils ont une quinzaine d'années où ils flottent entre l'adolescence et l'âge adulte. Et ces garçons-là, très souvent, deviennent responsables quand leur femme met au monde un enfant. Et ils sont heureux parce que ça donne sens à leur travail. Et ça donne sens au réveil qui sonne le matin. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pour qui je me lève le matin. Et tout d'un coup, ça métamorphose la manière dont ils éprouvent leur vie quotidienne. Et beaucoup d'hommes, alors quelques hommes sont embêtés et s'enfuient, mais beaucoup de jeunes hommes sont heureux de devenir responsables enfin.
Et d'autres flottent entre l'adolescence et l'âge adulte pendant 50 ans. Sylvie, vous vouliez un enfant, mais il venait pas. Voilà. Combien de temps Alors, Combien de temps ça a duré? on a attendu 1 an et demi, en fait, pas tant que c'est ça. tout. Oui, du moment où on a compris qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant, puisque nous avons fait appel à la procréation médicalement assistée pour avoir des enfants. Donc, c'était pas possible autrement, c'est ça? oui, l'enfant ne venait pas, donc les docteurs nous ont aidés. D'accord. Et combien de FIV, Alors, en 1 an et demi, 5 IAC, ça s'appelle les inséminations, et 2 FIV, et donc la dernière a bien réussi, puisqu'il y a une belle récolte de 12 embryons, et sur 12, donc une implantation après de 2 embryons. Alors oui, alors attendez, comment les 2 sont transformés en 3? Voilà, comme quoi la nature va au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Un des 2 embryons s'est dédoublé, et le compte est bon. De 2, on a fait 3. Et alors comment l'avez-vous su? On l'a su, en fait, on a cru à des jumeaux au bout d'1 mois de grossesse. Parce que vous aviez fait des échos? Oui, on a fait une échographie très précoce. Oui. Et c'était que des œufs qu'on voyait, entre guillemets. Hein, et on n'en avait vu que 2. Et donc, le mois suivant, 3 embryons gesticulés dans le ventre. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3. Comment vous avez pris cette nouvelle? Nous étions euphoriques, mon mari et moi. Non. Oui. Quand on vous dit il y en a 3? Eh oui, parce qu'on voulait tellement qu'on s'était dit finalement peut-être que ça ne marchera jamais. Donc quand on nous annonce 3, c'était pas un drame du tout? Non, on ne mesure pas, enfin nous n'avons pas mesuré l'ampleur de la grossesse aussi et du travail qu'il y aurait à faire par la suite. Donc vous avez tout arrêté, c'est ça? Oui, j'ai arrêté. Dès qu'on vous a dit il y en a 3 et que vous avez décidé de les garder, tous les 2, vous avez tout arrêté, vous avez arrêté de travailler? Tout de suite en maladie. Ouais. Donc on arrête le stress, on arrête presque de marcher, on reste très sage. Et quasiment couché? Quasiment, parce que de toute façon, on sent bien qu'on ne peut plus faire grand-chose très rapidement. Ah oui? Et oui, et on m'a dit de rester sage, donc ce que j'ai suivi. Et on m'a aussi averti qu'au bout du 5e, voire 6e mois, je risquais d'être hospitalisée justement pour... C'est ce qui s'est passé? Tout à fait. Ça a dû être l'enfer, 5 mois et demi. J'ai pris les choses dans le bon sens, on va dire. Puisque plus longtemps j'y resterai, plus longtemps les bébés seraient au chaud. Et alors, ils sont nés à combien de semaines finalement? Ils sont nés à la 32e semaine. Ouais. Quel poids? 1,7 kg, 1,8 kg et 1,9 kg. Ça fait une belle masse de bébés finalement pour des petits bouts de chou. Mais en bonne santé. Et elles sont sorties une semaine après la naissance? Voilà, elles sont sorties de couveuse au fur et à mesure. Ah oui, en fonction du poids? Voilà, donc la première 1 semaine, l'autre 15 jours et presque 3 semaines pour la dernière. Donc du coup, vous avez pris un bébé un par un, une semaine d'affilée chez vous? Voilà, non, à la maternité, puisque j'y suis restée 1 mois après leur naissance. Donc c'était l'apprentissage du rôle de maman, mais au fur et à mesure et progressivement au sein de la maternité. Mais comment on crée le lien avec 3? Ça se fait tout seul? Oui. C'est le cœur qui s'agrandit? Ça se fait tout seul. Il fallait que je les voie à la naissance, même si c'était une césarienne, j'ai pu les voir tout de suite. Et dès que je les ai vus, c'était mes bébés. Je ne pouvais pas les toucher. Je sais qu'elles étaient dans une couveuse, mais c'était à moi. C'était à moi. Mais est-ce qu'au quotidien, à la maison, quand elles étaient petites, c'était l'enfer? Ça a été très... Ça représente quoi, les couches, les biberons? Alors, ça représente 18 biberons. 1h30 de biberon, puisqu'à peu près 1h30 chacune, ce sont 3 filles. Dans la demi-heure, on compte le change, le petit rot, le biberon, et on passe à l'autre, une demi-heure, donc 1h30. Et il reste en gros 2h30 pour nettoyer, stériliser, s'occuper un peu de soi et repasser donc à l'étape suivante de la fournée des biberons. Vous imaginez pas tout ça? Non, voilà, c'est la seule chose qu'on n'a pas mesurée. Je sais pas comment vous avez fait, parce que moi déjà, j'étais submergée. Non, franchement. Mais je pense que la vague est la même. Ils sont là, donc on fait tout pour eux. Boris Cyrulnik, lors d'un parcours de stérilité comme Sylvie, est-ce qu'on se prépare davantage à un bouleversement? Oui, et pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on y pense beaucoup parce qu'on devient maître de la procréation et on doit y participer de manière un peu technique. Et souvent, ça altère un petit peu momentanément les couples et ça fait que ça surinvestit l'enfant. Si bien que finalement, le fait d'en avoir 3, c'est peut-être pas si mal que ça parce que ça vous oblige à ne pas surinvestir l'un et à vous répartir
pour les 3 enfants, donc ça fait une forme d'équilibre. Mais enfin, ça doit faire des bonnes journées quand même. Alors on voit bien que Sylvie, elle a renoncé, pour elle c'était une évidence de renoncer à la réduction embryonnaire. Est-ce que ça veut dire aussi que le lien qu'on peut nouer avec l'enfant se fait bien au-delà de l'accouchement, voire de la grossesse? Oui, le lien se fait avant la naissance. On a d'abord un enfant. Les femmes ont un curieux développement avec les enfants. Elles ont d'abord un enfant dans la tête. Alors elles font ce qu'il faut pour en avoir un dans le ventre pendant 9 mois, et ensuite elles l'ont dans les bras pendant 1 an, et ensuite elles l'ont sur le dos pendant tout le reste de la vie. Donc ça fait un développement un peu particulier. Mais on a d'abord un enfant dans la tête et on commence à tisser le lien, à imaginer le lien qu'on va avoir avec cet enfant. Je vais bien sûr être une mère, un père parfait. Ça, la plupart des parents le disent, ce qui n'est pas forcément parfait d'ailleurs. Non, il ne faudrait pas. Oui. Et plus encore quand on fait le parcours du combattant de la stérilité. Oui, plus encore parce qu'on surinvestit l'enfant et que c'est pas parfait de vouloir être parfait, mais quand on en a trop, on ne peut pas être parfait, ce qui est parfait. Donc en fait, l'arrivée d'un bébé, ça peut être une triple révolution, quoi. Alors, non, je trouve que votre expression est très jolie, c'est la même vague, hein, mais c'est peut-être quand même un tsunami. Hein, oui, donc c'est une révolution biologique, psychologique et sociale aussi. Parce que 3 en plus, ça c'est pareil pour tout le monde. C'est une révolution biologique parce que les hormones, la métamorphose du corps, les sensations ne sont pas les mêmes. Vous avez très joliment dit que je sentais que je ne pouvais pas faire autre chose que me mettre en cocon. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes enceintes ont une perception de ce qu'il faut faire. Mais c'est une perception. C'est-à-dire que le corps sent ce qu'il faut faire, comment il faut y répondre. C'est euphorisant très souvent parce que les hormones de la grossesse, et puis, alors je vais employer des mots prétentieux, l'oxytocine, les neuropeptides, c'est des produits que sécrètent les femmes enceintes qui sont des produits euphorisants. Il faut bien ça pour supporter une grossesse peut-être, il faut bien être euphorisé par ces substances-là. Et puis il y a aussi la signification qu'on attribue au fait d'être mère qui peut être aussi, qui statistiquement est euphorisant, mais ça dépend de l'histoire des mères, ça dépend de leur situation avec le mari, avec la société, ça peut être parfois angoissant. Mais enfin, statistiquement, c'est quand même un moment d'euphorie. Mais puisque justement vous êtes dans les statistiques, j'ai l'impression que la société aussi nous encourage à surinvestir cet enfant, parce que vous dites qu'il y a 20 ans, 20% des femmes faisaient une dépression postpartum. Aujourd'hui, elles sont 20% à faire une dépression prépartum. Oui. Alors, il faut bien distinguer le blues, hein, c'est-à-dire que les femmes, beaucoup de femmes, après l'accouchement, sont désorientées parce qu'elles ne portent plus un enfant, mais si elles sont bien entourées par le mari, la famille, les copains, la société, hop, ça redémarre très très vite. Alors que la dépression, ça c'est autre chose, quelque chose de très douloureux qui dure plus longtemps. Or, 20% des femmes faisaient une dépression du postpartum, ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un moment sensible de la vie d'une femme, où une femme a besoin d'être installée et entourée, soutenue. Et beaucoup le sont, mais pas toutes ne le sont pas. Et maintenant, on voit apparaître des dépressions du prépartum, et notamment dans certains groupes sociaux, on voit apparaître 30 à 40% de dépression du prépartum. Parce qu'il y a une génération encore, quand une femme mettait au monde un enfant, elle était glorifiée et entourée. C'est-à-dire, et maintenant, quand une femme met au monde un enfant, elle est isolée. Et très souvent, elle perd son travail, ou elle décide de ne parce qu'elle peut pas, les journées ne font que 35 heures, elle ne peut pas faire tout. Donc elle décide d'arrêter, ou bien elle est isolée et elle passe son temps à courir les corvées, ce qui n'était pas le cas avant, où elle était glorifiée par le groupe social et entourée par le groupe de femmes qui s'entraidaient. Donc le statut n'est pas du tout le même. Il y a un isolement aujourd'hui qui fait que les femmes supportent... Pendant la grossesse alors ? Pendant la grossesse, pendant les derniers mois de la grossesse. Pendant les derniers mois de la grossesse, au moment où les femmes sentent qu'elles doivent ralentir. C'est vrai qu'on dit maintenant, parce que de toute façon, c'est pas une maladie, comme s'il fallait banaliser un petit peu la chose, alors que peut-être on est à fleur de peau à ce moment-là. Non, c'est une maladie spontanément curable. C'est-à-dire que 9 mois après, ça guérit tout seul. Mais on nous encourage à ne pas nous écouter, souvent à continuer comme si de rien n'était, en disant arrête de t'écouter, alors qu'on a besoin d'être écouté à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'on a des dépressions prépartum. Alors, les femmes aujourd'hui font certainement des dépressions du prépartum parce que la condition des femmes n'est plus la même.
et qu'une femme, aujourd'hui, quand elle met au monde un enfant, quand elle porte un enfant, elle a le travail physique à faire, le travail relationnel qui continue, et souvent son aventure sociale qui continue. Et là, ça fait des bonnes journées. Donc, et puis ça veut dire aussi qu'il y a une génération, il y avait des accidents, beaucoup d'accidents de la naissance, et que les femmes étaient préparées à l'horreur. Et alors que maintenant, depuis l'accouchement dit sans douleur, on les prépare au bonheur. Alors c'est vrai qu'on leur dit, mais c'est rien tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des progrès immenses, mais enfin, c'est pas rien. Ouais. Alors Maïté, c'est votre fils, Melvin, qui vous a poussé à bousculer votre quotidien. Vous avez arrêté de travailler alors que vous aviez un métier très prenant. Oui. Vous bossiez dans la pub, c'est ça? Oui. Et alors, vous étiez une Wonder Girl? Non, quand même pas, mais bon. Mais bon, c'est le monde de la publicité. On a envie de faire des choses, surtout dans en création. Donc, on est pris par le mouvement, l'envie de créer des choses. Puis bon, c'est bon enfant en même temps, il y a des soirées, on fait la fête, il faut l'avouer. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Melvin? En fait, j'ai rencontré mon mari dans ce milieu-là. Et puis, on s'est mariés, on partait déjà à la campagne. Et déjà, j'aimais beaucoup les enfants et quand j'étais enceinte, il y avait une évidence en moi que je ne pouvais pas lâcher mon enfant à quelqu'un d'autre. Ah bon? J'en étais malade. Ouais, surtout que justement, dans ce métier, on rentre parfois très tard, des fois à minuit, des fois à 3 h du matin, des fois le week-end, on n'est pas là. Et j'avais pas envie de le voir qu'en train de dormir et j'en étais vraiment malade, quoi. Donc vous avez arrêté de bosser? Donc on a discuté, on a calculé et j'ai arrêté de travailler. Donc on est resté à Paris comme ça, à faire des allées-venues entre la campagne et Paris au départ. Et puis très vite, je restais de plus en plus longtemps à la campagne. Mon mari est indépendant, donc en fait, on peut bosser un peu à la campagne. Voilà, on pouvait faire notre emploi du temps en fonction des départs. Il faut quand même préciser que depuis le départ, vous êtes une citadine. Hein. Oui. Fondamentalement, quand même, vous avez toujours été dans les villes. Oui. Et vous aimiez ça. Oui. J'étais jusqu'à l'âge de 12 ans à São Paulo, au Brésil. Donc c'est une très très grande ville. Hein. C'est le petit New York. Enfin, c'est le plus grand. Après ça, on est parti en banlieue parisienne avec mes parents, donc quand j'avais 12 ans. Après ça, mes parents m'ont emmenée en banlieue lyonnaise, c'était un peu la campagne. Là, j'ai fait un peu la tête. Donc, je suis repartie à Paris. Ah oui, c'est ça, vous aviez besoin de ça. Mais c'est vraiment la naissance de votre fils qui a tout déclenché. Hein. Oui. Et vous êtes sentie différente? Oui, puis je crois que ça m'a calmée. Enfin, j'ai tourné une page. J'avais vécu toute cette vie trépidante. Voilà. Et puis bon, à force d'y aller à la campagne, on m'a fait découvrir des choses qui étaient une autre façon de vivre en fait, parce que tout là-bas, tout est plus calme, plus posé. Oui, mais justement, vous auriez pu vous ennuyer. Et à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? C'est complètement différent. C'est-à-dire? C'est complètement différent parce qu'effectivement, avec mon mari, on travaillait à la maison. Donc, le matin, je m'occupe que de Melvin, tranquillement. Il prend son car. Après, je m'occupe de ma fille. On se met au travail tranquillement avec mon mari dans notre bureau. Les enfants sont plus malades aussi, hein, je crois. Melvin, moins malade. Ouais. Il a été, Livia, elle est née là, donc... mais c'est vrai qu'elle n'a jamais été malade. Mais c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus facile. C'est la campagne, quoi. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on est dehors, on prend les petits déjeuners dehors. Nous aussi, sur les terrasses des cafés. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Mais vous vivez de quoi, alors? Grâce à la DSL qui est enfin arrivée. Grâce à Internet, vous bossez? Oui. Avant, on n'avait pas la DSL, c'était très difficile. Donc, mon mari faisait pas mal d'allers-retours entre Paris et la campagne. Mais maintenant, on a la DSL, donc mon mari, il va de moins en moins à Paris. Et donc, je travaille... Il bosse dans la pub encore? Oui, lui, il est Rothman, il est dessinateur, donc il dessine à la maison. Je lui fais parfois ses mises en couleur, je lui envoie les dessins. Boris Cyrulnik, est-ce qu'un enfant peut aider des parents à se reconnecter à leurs rêves? On dirait que c'est presque un révélateur, d'ailleurs. Oui, c'est un révélateur. C'est-à-dire que quand on a un enfant dans la tête, on se promet d'être mère, d'être père, et l'enfant permet parfois de réaliser ce rêve.
il permet parfois aussi de ne pas le réaliser. Dans ce cas-là, c'est nous, adultes, qui sommes déçus par nos rêves. Donc c'est pour ça que, mais petit à petit, on s'adapte très bien, c'est-à-dire que très rapidement, on apprend à s'adapter à la petite personne en voie de développement et on renonce à nos rêves et on s'adapte plutôt bien au développement de l'enfant. Mais on voit bien que Maïté, elle a complètement changé. Oui. Est-ce que la vraie Maïté, c'est maintenant ou est-ce que c'était avant? Alors, je crois qu'elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie. Elle était tellement dans les extrêmes qu'on se dit... J'imagine que vous avez des amis qui ont dû vous dire « Mais t'as changé depuis que t'as Melvin ». Non, je n'ai pas foncièrement changé. C'est l'étonnement que je sois partie, surtout à la campagne. Ouais, bah oui. Bon, le truc, c'est qu'on avait les chevaux. Tous les deux, on adorait les chevaux. C'est aussi pour ça qu'on est partis. Il ne faut pas l'oublier, qu'on partait tous les week-ends. Donc, on forçait un peu Melvin à nous suivre. Mais on change. Mais il y a des femmes, on dit « Tu vas changer ». Quand tu vas devenir mère. Oui, mais l'amour fait changer. C'est-à-dire qu'on a, quand on est petit, bébé, on a un style affectif dès le 10e mois, une manière d'aimer qui nous caractérise, et on a un style affectif très vite appris, bien avant la parole. Et le premier amour nous change, c'est-à-dire que beaucoup de garçons et de filles qui étaient sur d'eux deviennent insécures après le premier amour, mais à l'inverse, beaucoup de garçons et de filles qui étaient insécures, qui doutaient d'eux, deviennent confiants après le premier amour. Et un enfant, c'est aussi une forme d'amour. C'est-à-dire que ça nous change, encore une fois, et que les femmes sont très souvent changées par le premier enfant, parce que l'amour donne un autre sens à notre vie, et que élever un enfant, c'est peut-être important, et qu'à ce moment-là, on se dit que l'aventure sociale, on la reprendra plus tard. De toute façon, les femmes, aujourd'hui, ont une espérance de vie comprise entre 100 et 120 ans. Donc, et oui, vous avez le temps. Donc une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, elle va dépasser, presque toutes vont dépasser les 100 ans. Donc consacrer quelques années à la maternité, ça n'a pas le même sens qu'au 19e siècle, où l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. C'est-à-dire qu'au siècle dernier, les femmes avaient 13 grossesses, mouraient à 36 ans, mettez au monde 7 enfants pour faire un peu moins de 4 adultes. C'est-à-dire que là, la vie des femmes était totalement différente. Donc il y a une métamorphose extraordinaire. Donc on peut très bien consacrer, il me semble, quelques années à la maternité et reprendre son aventure sociale plus tard. Une autre aventure. Le handicap ou la maladie d'un enfant bouleverse aussi, bien sûr, la vie de ses parents. Fatia est la maman de Marwan, qui a 3 ans, et qui souffre d'une anomalie chromosomique qui l'empêche de supporter certains rayons de la lumière. Comme pour les autres enfants de la Lune, tout dans son environnement doit être adapté à sa maladie. Sa maman y a veillé, jusque dans son école maternelle. C'est un reportage de Viviane Contry et de Christian Mignard. Oui. Allez. En ce qui concerne la récréation, Marwan n'a pas le droit de sortir. C'est bon ça? Il mange. Il mange. Miam, miam, miam. Pour moi, le protocole à l'heure actuelle, il est un petit peu rigide. On va essayer de l'assouplir en accord avec le médecin scolaire, de façon à ce que Marwan puisse vraiment s'aérer, se détendre, profiter un petit peu de ses copains, parce que c'est un peu difficile. Je fais la galette? Oui. Alors, je fais la galette. Elle est bonne, la galette. Les aménagements ont été faits par la mairie il y a environ quelques mois. Donc l'équipe est venue installer des vitres avec des filtres qui justement permettent à ces UV de ne pas rentrer. Les néons ont été équipés de filtres. La lumière est vraiment beaucoup plus douce et ça permet à Marwan de vivre le plus normalement possible et le plus confortablement possible. Tiens, elle est là, la galette. Le vivant! On s'assoit maintenant. Bientôt c'est l'heure des mamans. Viens, Biscane, viens. Je te les mets tout doucement. Hein? Voilà. Maëva, t'assois. Biscane, tu t'assois. Voilà. Les oreilles, les petites oreilles. Oh, le clown. C'est comme si on le déguisait en petit clown. Le clown. Comme si on le déguisait en petit clown. Les oreilles. À quoi ça sert cette crème? Parce que la crème, parce que le soleil me fait mal,
Parce que le soleil me met des boutons. Alors la crème, ça va te protéger? Oui. Qu'est-ce que tu dois mettre d'autre quand tu sors? La casquette et le bonnet, et aussi le manteau, et aussi les lunettes. On va mettre la capuche. La maladie a tout chamboulé dans ma vie. Ça a été très dur. La maman. Alors, vous avez chanté quoi? C'est une maladie génétique rare. Les cellules qui sont détruites par les UV ne se régénèrent pas, en fait. La purée avec du poisson? Et ils peuvent même se transformer en cellules cancéreuses. Et il y a une durée de vie qui est réduite par rapport à quelqu'un de normal. Allez, mon cœur, on est arrivé. On est arrivé. Viens là. Alors, on va mettre les lunettes, sortir un beau. La maladie l'empêche de faire certaines activités comme la piscine. Enfin, cet été, on aurait bien aimé aller à la mer. Enfin, moi, j'aurais bien aimé l'emmener, mais on n'a pas été du tout parce que c'était trop de risques. Les sorties avec ses petits camarades aussi. Pour l'instant, c'est pas possible. La meilleure solution, c'est qu'il reste à la maison. Une fois que le soleil est couché, il peut sortir. Bientôt, Marwan, pour pouvoir sortir, il va avoir en fait une combinaison qui laisse pas du tout passer les UV. Bon, c'est clair que par rapport au regard des gens, ça va être... en fait, la maladie sera visible, donc il risque d'être pointé un peu du doigt, mais bon, ça changera pas de maintenant. Même maintenant, il arrive des fois qu'il soit pointé du doigt, mais... moi, personnellement, enfin, ce que pensent les gens, c'est pas important. C'est pas ce qui nous fait avancer. Donc, l'essentiel, c'est qu'il soit bien protégé et c'est tout. Quoi? Tu sais à quoi ça sert, ça? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? C'est quoi, ça? T'as perdu ta langue? Ça, c'est pour mesurer les UV. Alors, maman, elle appuie sur le bouton, là. Elle se met à côté de la lumière. Et elle regarde ici. Et si c'est à 0, c'est bon. S'il y a plus, ça veut dire que la lumière, elle te fait bobo. Donc, il faut changer la lumière. Aussi le soleil. Et pour dehors aussi, c'est vrai. Il faut mesurer donc avec l'appareil et regarder en fait, par rapport aux éclairages si ça dégage des UV ou pas. Si ça en dégage, il faut les changer en fait. Donc c'est vrai que même moi, hein, je ne savais pas, hein, c'est en me renseignant que j'ai appris qu'il fallait également changer certains éclairages et qu'il fallait mettre les filtres anti-UV sur les vitres quand celles-ci laissaient passer les UV. Tu trouves la lettre F. La lettre. Oh là. Faut trouver un mot. Il faut trouver un mot. Alors vas-y, sélectionne. Non. Non. Attends. Non. Ce qui m'aide en fait maintenant là, c'est que lui l'accepte. Ça m'aide beaucoup. Alors des fois je craque, mais bon, je me dis bon, quand même, c'est lui qui est concerné et il est quand même. Il réagit d'une façon quand même exemplaire. Et moi, je me dis, j'ai pas le droit, je peux pas me permettre de craquer, alors que lui, au contraire, il suit le protocole et tout, quoi. Choisis une lettre. C'est celui-là, Appuie sur une des lettres. Non. Ce qui me fait le plus peur, c'est surtout l'adolescence, en fait. C'est cette période-là qui me fait un peu peur, parce que je me dis, c'est une période où on se cherche, où on a des crises d'identité et... Est-ce qu'il va continuer à être aussi responsable que maintenant? Ou est-ce qu'au contraire, il va en avoir marre et qu'il va mettre sa santé en péril? Je sais pas, peut-être qu'il va se dire, ouais, bon, la crème et tout ça, moi j'en ai marre, la combinaison, c'est bon. Je veux vivre ma vie et tant pis pour ce qui arrivera. Ça, j'ai peur, par contre. Merci à Fatia et à Marwan pour leur témoignage. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous retrouverez toutes les coordonnées de l'association Les Enfants de la Lune. Boris Cyrulnik, on voit bien que la maladie ou le handicap chez un enfant, ça peut bouleverser totalement la vie des parents. Ça bouleverse
même l'effet d'annonce bouleverse. C'est-à-dire que grâce à la technologie, maintenant, souvent à l'échographie, on annonce qu'il va y avoir, qu'il peut y avoir un handicap ou une difficulté. Et la simple annonce bouleverse bien sûr les parents. Alors qu'en plus c'est confirmé quand ça arrive dans le réel, ça réactive toute l'histoire des parents et du couple. C'est-à-dire que la difficulté de l'enfant remet en cause tout le sens de la vie de la mère, du père, et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors, c'est pour ça que certains couples se séparent après. Alors, après à la mort d'un enfant, 70% des couples divorcent, c'est-à-dire qu'ils ajoutent une souffrance à la souffrance. Mais on peut le comprendre, c'est que cette tragédie fait que désormais le partenaire, le conjoint, évoque la mort, alors que quand on se marie, c'est pas pour ça. Quand on se marie, c'est pour vivre ensemble, faire des enfants et payer les loyers. Et là, il y a une tragédie qui fait que désormais, quand je la vois, quand je le vois, je pense à ce qui nous est arrivé. Et je me mets à être angoissé par le simple fait de la voir ou de le voir. Donc beaucoup de couples ajoutent une difficulté, puis surtout ça remet en cause toute leur personnalité. Et la plupart des parents sont d'une générosité extrême, comme cette dame, hein. C'est-à-dire que la plupart des parents renoncent à une partie de leur vie pour donner ça le plus qu'ils peuvent à leur enfant. Et parfois, alors c'est pas toujours le cas, bien sûr, il y a des parents qui fuient, mais c'est tellement difficile. Et en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que certains parents surinvestissent l'enfant en difficulté. Et qu'ils compensent, ils se défendent comme ils peuvent en faisant parfois trop, mais ils ne peuvent pas faire autrement souvent. Ouais. On revient au témoignage de Sylvie. Vous, qu'est-ce que l'arrivée de votre fille triplée, donc je le rappelle, a changé dans votre vie? Bien, j'avais une vie active, dite, oui, travail, métro, boulot, dodo. Et je suis maintenant une vraie femme au foyer. Donc, je me suis occupée, parce qu'elles ont donc 4 ans maintenant, je me suis occupée exclusivement d'elles pendant au moins 3 années. Et mon rôle s'est un petit peu effacé derrière elles. Et pour votre mari, ça a changé quoi? Pour mon mari, ça a été plutôt le regard des autres, parce qu'il s'était vraiment préparé à l'arrivée des 3 bébés. Mais c'est le regard des autres, c'est-à-dire que les gens vont spontanément vers lui et vers nous, parce que c'est assez surprenant. Voilà, on pose des questions. Et ce rôle-là de papa de triplé, il ne s'y préparait pas, donc il ne s'y est pas préparé, il ne s'y attendait pas. Mais en fait, fondamentalement, Boris Cyrulnik, d'une manière générale, devenir parent, c'est s'adapter en permanence. Oui, tout à fait. Et puis les enfants restent toujours nos enfants, hein. Même quand ils ont 70 ou 80 ans, c'est-à-dire que ça reste toujours nos enfants. Alors c'est s'adapter parce qu'ils changent tout le temps. Le problème, c'est qu'ils changent plus vite que les parents. C'est-à-dire que les parents sont à la course, mais ils ne gagnent pas. Les enfants vont plus vite qu'eux. Ce qui fait que si les parents ont un problème, le temps que les parents résolvent le problème, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les enfants se sont follement métamorphosés et follement développés pendant ces 3 ans. Donc il y a souvent des asynchronies de développement. Et puis il y a surtout quelque chose que notre culture n'avait pas compris jusqu'à maintenant, c'est que les mères ne sont pas seules à élever un enfant. Elles sont importantes, bien sûr, mais elles sont entourées. Et il y a une constellation d'étoiles. Et la mère, c'est une étoile majeure. Mais elle n'est pas seule. Il y a le père, il y a la famille, il y a les copains de quartier, l'école et la culture. Et qu'un enfant n'est pas élevé que par la mère. Il est élevé par l'ensemble de la constellation, même si dans cet ensemble, la mère est une étoile qui brille peut-être plus que les autres. Étoile, Elsa. Ça a changé quoi dans votre vie, cette arrivée à 16 ans d'un petit bout de chou? Ça crée un lien particulier avec votre fille? Ah oui, par contre, oui. La petite différence d'âge? Ah oui. C'est-à-dire que vous êtes une maman copine? Une maman sévère, copine, et avec des règles et des bases à respecter. Bon, ça va. N'importe où, hein. Et non, c'est, je sais pas, c'est... oui, la différence d'âge, c'est le petit rapprochement où on peut parler un peu de tout, un petit peu des petits secrets. Bon, ça, on peut le faire aussi. C'est un autre rapport, quoi. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a un peu volé votre jeunesse ou pas du tout? Non, absolument pas. Non, on ne peut pas dire ça, ce serait dommage. Ce serait dommage. Et puis, vu qu'ils sont assez indépendants aussi de leur côté, on vit beaucoup de choses ensemble. C'est plus facile. C'est même très facile. Et vous, Maïté, vous avez des relations particulières avec Melvin qui vous a fait changer d'existence? Des relations... on prend plus de temps, peut-être, pour découvrir des choses plus naturelles, plus... On prend le temps, quoi. On prend le temps de faire des choses, d'aller découvrir, d'aller se promener. Puis bon, c'est vrai qu'on s'occupe d'eux.
Boris Cyrulnik, est-ce que c'est pas un peu le monde à l'envers? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas les enfants qui régissent la vie des parents? Oui. Ça change tellement vite. Les mères jeunes sont plus sévères que les mères âgées. Là, je vois ça. et que les grands-mères. Ouais. Et il y a une génération, les femmes avaient une phrase fréquente, elles disaient « je veux donner un enfant à mon mari » et maintenant elles disent « je veux donner un père à mon enfant ». C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus que la vie du couple s'organise autour de l'enfant. Alors qu'avant, il y a une génération, l'enfant s'adaptait aux désirs des parents et se développait le long des parents. Et maintenant, ce sont les parents qui s'adaptent au développement de l'enfant. Et peut-être là, il va y avoir une réflexion à faire parce qu'on voit dans les pays en voie de développement rapide, les pays qui deviennent très riches et qui s'occidentalisent très vite, on voit que ce n'est pas une méthode qui rend heureux les enfants. Donc probablement, là, il y a une défaillance culturelle que probablement il va falloir travailler. Quel conseil on pourrait donner aux parents en général pour qu'ils trouvent justement leur juste place par rapport à leurs enfants? J'aurais bien lutté, mais... Oui, mais là, c'est une réponse claire que je vais donner en 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les problèmes sont toujours nouveaux. Les enfants se développent, le milieu change tout le temps, nous aussi on change, donc les problèmes sont toujours nouveaux. Ce qui est sûr, c'est que les positions extrêmes sont toujours mauvaises. Les positions rigides sont toujours mauvaises. Les principes rigides font souvent des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a une génération, on disait qu'il fallait dresser un garçon parce que sinon ça allait devenir une bête fauve. Donc on battait les garçons et c'était bien parce qu'on les dressait, c'était pour leur intérêt. Et il fallait domestiquer une fille, sinon elle allait devenir une prostituée, c'est bien évident. Donc on entravait les filles et c'était les préceptes qui ont gouverné le développement des enfants il y a 1 ou 2 générations. Ça existe encore, absurde. Dans certaines cultures. Ça existe encore beaucoup moins qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais c'est vrai que ça existe encore, c'est des principes totalement absurdes. On maltraitait les enfants pour leur bien. Alors que maintenant, ensuite, on est passé dans l'excès contraire et on a dit, mais je vais m'adapter à mes enfants de façon à ne pas les contraindre. Et on se rend compte que ces enfants-là, quand ils arrivent à l'adolescence, ils disent, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais échouer, je pouvais me droguer. De toute façon, mes parents s'en foutaient puisqu'ils me laissaient faire ce que je voulais. Donc, c'est à négocier tout le temps. C'est une transaction constante entre ce qu'on est, ce qu'est l'enfant et ce qu'est la culture. Et les transactions, on sait que c'est toujours difficile à négocier. Enfin, si on privilégie son couple aussi conjugal et son épanouissement personnel en tant que femme ou que père, que mère ou que père, on donnera peut-être moins de place à l'enfant aussi, si on pense à soi. Alors, je pense que le tort de notre culture, ça a été de vouloir se dépersonnaliser pour aider l'enfant. Et les enfants ont besoin de personnes, une mère et un père, personnalisés, le long desquels eux auront à faire l'effort, à donner pour faire l'effort de se développer. Quand on se consacre trop à un enfant, on lui apprend à recevoir, il n'est pas heureux. Quand on ne s'occupe pas d'un enfant, il ne se développe pas non plus, il n'est pas heureux non plus. Donc il y a une transaction à faire entre « je suis ta mère », je suis ton père, mais je suis une personne moi aussi, et tu dois apprendre à faire un effort pour me séduire et te développer le long de moi. Je vais t'aider, mais tu as ta part de travail à faire. Tu es co-auteur de ton développement. Tu n'es pas un récipient passif qu'on va pétrir comme on le croyait il n'y a pas longtemps encore. On est co-auteurs tous les deux de ton développement et de notre bonheur. Le mot de la fin, les filles. Sylvie, c'est que du bonheur, des triplés? Dites la vérité, dites la vérité. Non, c'est vrai. C'est que du bonheur. Ça a été, ou c'est difficile, mais c'est quand même, leur arrivée a été 3 fois plus de bonheur. Maïté, ce changement de vie, c'est que du bonheur? Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a toujours des petites choses difficiles, mais on ne change pas, on ne part pas. Et vous, Elsa, vos 2 enfants? Pareillement. Ah oui, que du bonheur, mais avec des hauts et des bas aussi. Hein. Bon, ça va. On n'est pas au ciel, tout va bien. Merci d'avoir été avec nous, Boris Cyrulnik. Merci à toutes les 3. On enchaîne avec Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. C'est la millième, c'est votre millième Mad.com. Oui, c'est vrai. Mais non, arrêtez, là, je sens les rides, le maquillage découliné, tout ça. Et vous, c'est à peu près votre quoi 500e, non 500? Non, bah non. Moite-moite, non, à peu près 320, je crois. Ah bah voilà, vous vous sentez comment?
Un peu dégoulinante. Non, non, alors je suis coulante. Bon, en tout cas, vous l'avez compris au travers de cette grande discussion. Je crois que la grande nouveauté de ces 30 dernières années, allons-y, c'est qu'avoir un bébé, c'est un projet. Aujourd'hui, c'est probablement l'une des grandes aventures humaines qui reste. C'est-à-dire que, sauf exception, a priori, on le désire, on a l'envie de, on anticipe, on choisit le moment. On choisit le père. Oui, voilà, vous voyez, on dessine la carte de l'enfant à venir, de comment il va être, etc. On se projette, c'est une aventure humaine, il en reste relativement peu, et elle a ses parts d'ombre et ses parts de mystère quand même, et c'est en ça que c'est une aventure. C'est-à-dire que même, donc nous on projette, on est dans le projet, et en même temps, donc on va se découvrir autre évidemment avec cet enfant, et en même temps, l'enfant a sa singularité, c'est-à-dire que lui-même apporte de la nouveauté par ce qu'il est, par son caractère, hein, parce que bon, les gènes sont là aussi, et aussi parce que ça va être un enfant singulier, un enfant qui va naître prématurément dans ses conditions, un enfant qui va être handicapé, un enfant qui va avoir différents troubles. Donc il amène sa singularité et il va bouleverser la famille. Voilà, exactement. Et donc je pense qu'on est poussé à la fois en termes d'énergie, par une énergie qu'on a en nous, et aussi par l'enfant lui-même. Et alors vous parliez des triplés, d'un bouleversement, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est un petit peu basique, énorme, parce que ça compte dans notre pays capitaliste, c'est-à-dire le bouleversement économique, le nombre de biberons, etc. Mais en même temps, profondément, ce qui change, c'est la place. C'est-à-dire que déjà, quand vous avez un enfant, vous vous retrouvez en face d'un tiers. Là, vous avez 3 tiers différents. Vous ne savez plus qui vous êtes. C'est-à-dire que tout est à réinventer, et à réinventer quand même triplement. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite du couple à la famille tribu, pas au couple parental, qui est une espèce de petite étape par laquelle on passe en général. Et en fait, ces interrogations-là, quand vous regardez les spécialistes comme Marie-Rose Moreau, justement de ce qui se passe dans les autres ethnies, dans les autres pays depuis si longtemps, on se rend compte que, par exemple, la gémellité, sans même parler des triplés dans les pays d'Afrique noire, on voit bien que cet enfant, il est accueilli comme quelqu'un... Ces enfants, ces 2 enfants, les jumeaux, sont accueillis de façon particulière, avec des rituels particuliers, qu'on s'attend à un bouleversement parce qu'ils sont des êtres à la fois super puissants et en même temps dangereux pour la famille. Donc on voit à quel point ces enfants ont toujours bouleversé les parents que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on devient parents, effectivement, et ils nous poussent à recréer l'humanité. On invente l'humanité avec les enfants et ils nous poussent à l'inventer. Et je voudrais juste en profiter parce que c'est un moment exceptionnel, c'est notre millième, effectivement, pour vous rendre un coup de chapeau, rendre hommage. Je suis un petit peu émue parce que je sais la réalité que vous connaissez. Je pense à tous les parents qui ont notamment des enfants handicapés, qui ont mis leur énergie pour entrer en réseau, au départ pour leur enfant et finalement pour les enfants des autres. Et l'enfant crée une inventivité chez le parent que nous sommes, et il crée de l'humanité, il crée du lien, et il nous force à nous sortir de nos gonds. Un peu spécialement chez la femme, si je peux faire un peu... C'est vrai. En vie associative, reconnaissez Nathalie. Oui, c'est vrai. Dans cette maladie qui nous change, qui nous porte, qui nous rend différents, qui nous donne envie d'abattre des montagnes. Je sais que je suis d'accord. J'ai envie d'être optimiste en me disant peut-être que la société lâchera les hommes dans leur représentation patriarcale liée au travail et qui pourront donner probablement la même chose. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes grâce au maternel, dans les associations, qui se mobilisent d'un seul coup quand il y a un enfant qui vient bouleverser nos vies. Alors du côté des livres, pour aller plus loin sur cette grande discussion, je vous propose le livre de Willy Pasolini, qui est pour moi un livre fondateur sur le changement, et Donata Francescato, Le courage de changer. On y est, et il parle de la grossesse effectivement comme une révolution, c'est-à-dire qu'on se découvre soi-même autre, on découvre l'autre différemment, mais pas forcément toujours en positif. C'est-à-dire que où vous avez quelque chose de constructif derrière l'enfant, où vous avez quelque chose qui est une étape, mais qui est de l'ordre de la déconstruction. C'est-à-dire qu'avoir un enfant aussi, ça peut être, vous pouvez être carré, blindé, savoir où vous allez. Vous avez un enfant, d'un seul coup, c'est la perte de confiance. Tout s'effondre. C'est un moment, alors quand on le vit, c'est extrêmement désagréable, mais d'un seul coup, on n'arrive plus à rien construire. Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. 999. Plus qu'une.
Ok, maintenant vous rangez vos chaussons. On ferme. C'est n'importe quoi. Alors oui, Karine, oui, on vous voit un peu stressée par un travail harassant, mais vous êtes toujours sur le qui-vive, incroyable, et toujours, surtout, au top de votre beauté légendaire. Alors oui, les réalisateurs sont un peu des tyrans, vous l'avez vu, Axel. Tout à fait. J'ai décidé de vous voyer maintenant. Ah ouais. Ça change. Il se passe un truc entre nous, je sais pas pourquoi. Exactement. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez pourquoi? Non. À qui la faute? Eh bien, au parquet. Le parquet craque. Ouais. Alors les chaussons sont devenus obligatoires, tout simplement. Chez moi aussi ça craque, mais en même temps ça me permet de voir les gens arriver. C'est vrai? Et toujours. D'ailleurs, montrez-moi les preuves, s'il vous plaît, pour voir que je suis pas mytho, que tout le monde voit un petit peu. Tout le monde le voit là? Quoi? Vos chaussons, bien sûr. Mais oui. Le port des chaussons est obligatoire. C'est vraiment moins gracieux. Donc par exemple, vous êtes allé dans un magasin, vous vous êtes dit tiens, je vais acheter cela. Ah non, c'est Karine qui va me les acheter. Non, c'est bon. C'est moi qui lui achète tout, en fait. Ah ouais, elle s'occupe de tout. Et comme chacun sait, ne pas vous occuper de moi, ça m'arrange. Chacun ne le sait pas. Tout à fait. C'est que tout est fait maison en télévision. Et même le générique, et ça, c'est du bel ouvrage. Ah oui, on a vu. N'est-ce pas? Tous les matins. Alors, mesdames et messieurs, tout ce que vous aviez voulu savoir sur les maternelles, je vous l'ai enfin dit, je vous l'ai enfin révélé. Bon anniversaire les maternelles, encore une fois. Bon anniversaire Karine. Je ne vous ferai pas la bise pour des questions d'acné. Et j'ai une surprise pour vous. Ouais. Peut-être pour renouveler un petit peu votre gamme au niveau des pieds. J'aimerais des nouveaux chaussons. Et cette fois-ci, ces nouveaux chaussons, ils sont avec les logos des maternelles. Bravo. Ce modèle est unique, hein. Bien évidemment, c'est Yael qui les a faits. Oh, top, merci, vraiment, je suis très très touchée. Hein. Quel cadeau. Très joyeux à toi. Hein ouais, vraiment, enfin, merci. Hein. Oui, toi ou vous? Non, je voilà, Karine, comment ça s'est passé finalement cette première et dernière chronique que vous avez faite? Je vous ai trouvé. Mettez-vous au fond. Oui, pardon, je me mets au fond. Je vous ai trouvé très bien. Vous êtes pas mal, hein? Merci, toi aussi. Vous n'avez pas trop flippé, hein? Non, ça va. Elle est complètement folle. En fait, il faut savoir que donc c'est Karine, ma principale interlocutrice. C'est elle qui fait mes fiches, qui s'occupe de tout un petit peu pour moi. Voilà. Et elle est complètement folle. Voilà. Merci. Elle met de l'ambiance. Je peux vous dire, dans l'atelier de production, c'est quelque chose. Et on fait des karaokés mémorables. Mais bon. Ah, peut-être les images. Peut-être les images. Bah, ouais, peut-être tout à l'heure. Un petit karaoké là pour la millième, non? Elle est debout. Ah, petite chance. Après. Régis, tu nous suis? Alors, vous m'avez pas suivi là, j'avais la ridicule. Normalement, vous auriez dû partir, genre un peu de. Mais moi, je ne peux pas me mettre debout, j'ai senti qu'il y avait un piège. Charlie peut. Attendez, dans quelques secondes, il va y avoir des meilleurs moments aussi des maternelles. Exactement. Pour de vrai, parce que c'était quand même tout bidonné. Je ne viens pas en vélo avec une toque sur la tête. Je suis pas du tout mytho, vous avez bien des chaussons aux pieds. Ouais, parce que bon, pour vous. Figurez-vous que les maternelles lancent un grand concours photo, le photo du bébé le plus rigolo. Le photo. Il y a une erreur sur ma fiche, Karine. Autant pour moi. Autant pour moi, je suis virée juste après l'émission. Donc la photo du bébé le plus rigolo. Donc vous pouvez dès à présent vous connecter sur www.france5.fr pour envoyer la photo de votre bébé. Vous avez le droit de concourir, je vous signale. Et si jamais vous êtes un peu feignasse, si vous voulez pas envoyer la photo de votre bébé, vous pouvez voter pour élire la photo. Voilà, et résultat le 27 mai, avec de beaux cadeaux en perspective, dont des chaussons. C'est DVD. C'est DVD The Maternelle. Je vais être papa. Les premiers jours avec mon bébé. Je choisis mon accouchement, celui-là, je vous l'offre pas. Et je suis enceinte, les petits mots, les grandes joies. D'accord, allez-y, vous êtes. Tenez, cadeau. Oh, merci, voilà. c'est ça. Bon, il y en aura d'autres pour. Voilà. Bon, là, tout de suite, bêtisier. Ça vous a inspiré cette grande discussion? Ah, moi toujours, oui. Comment ça, vous toujours? Précisez. Oui. Le sexe m'inspire toujours, oui, absolument. Un conte musical pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec, bon, évidemment, des grands chanteurs dans cette histoire, que ce soit Souchon, Cabrel. Alors évidemment, il faudrait tous les citer, vous allez m'aider. Jonas, Morane, Catherine Lara. Le sexe m'inspire toujours, oui, absolument. C'est une question que je me pose très régulièrement. Non, pas vous? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous posez comme question, Nathalie? Pique et nique. La panique, l'esprit pratique. Voilà, pique et pique. Voilà, pique et pique, pardon. Pique et nique. Bayard, jeunesse. Regardez, il y a des trucs, il y a quand même des trucs qui sont donnés. Juste le temps du rapport sexuel, de ce genre de choses, 1 à 2 heures par jour. Il faut accepter que, quand on ne travaille pas au maternel, que l'autre redescende de son piédestal. Mais oui, absolument, il y a une sorte de frustration, vous l'avez compris. Le sexe m'inspire toujours, oui, absolument. Précisez. Après tout, le plaisir, le sexe, c'est de l'ordre du jeu aussi. Nous sommes d'accord. Donc, voilà. Elle est joueuse et c'est 1 à 2 heures par jour l'été.
voyez la Nathalie. Ça parle de nous aussi en tant qu'adultes avec nos parents plus âgés. Sorti chez Jean-Claude Lattès. Le sexe m'inspire toujours, oui, absolument. C'est vrai que ça s'entretient, le désir. C'est comme un beau jardin. On met de l'eau, ça s'arrose. Elle va nous parler de son jardin. Ça s'entretient, ça se taille. Il y a des comme les buissons. Exactement. Il y a des petits chemins de traverse, il y a des petits jardins secrets. Il y a un peu de botanique dans cette histoire. Mais non, mais tout est, j'essaye de vous faire de la poésie. Vous connaissez un commun entre la date d'anniversaire et le clitoris? A priori, je n'en vois pas, mais... Il n'y en a pas, les hommes, ils passent toujours à côté. Oh là là, Nathalie, du grand Nathalie. Et merci à Ben, parce que vous avez Benoît, c'est lui qui fait tous les montages. Petit Ben, on l'appelle. Petit Ben, on l'appelle, ouais, mais c'est Benoît. Il va être ravi. Oui, on l'adore. Non, c'est vrai. Merci. Comment il s'appelle, celui qui fait le montage? Régis. Vous savez quoi, je suis super triste, c'est la fin de la millième. Oh merde. Non, je suis pas bien là. C'était ta première et ta dernière. C'est ça. Et on se revoit dans 1000 ans. C'est le week-end. Ça y est, on se revoit lundi. Vous serez normal la semaine prochaine, vous? Je ne sais pas. Bon, je verrai. Bon, voilà, lundi, ça reprend avec 1h30 seulement tous les jours. Ouais. On va pouvoir dormir quand même. C'était bien sympa d'être avec nous, Excel. Parce que toute l'année, c'est qu'1h30. Ouais. Et là, pendant toute cette semaine, c'était 2 heures. D'accord. Voilà, bien sûr, non, je... Ouais. Tout d'un coup, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdue. Bon, toutes les bonnes choses tu fin, voilà le sommaire de lundi 9h. Et plus sérieusement, nous parlerons d'enlèvement d'enfants qui concerne plus de 1000 enfants chaque année en France. Quel recours, quelle démarche, quelle aide pour retrouver les enfants? Réponse à notre grande discussion. Et puis, dans notre nouvelle série, ça se passe en classe. Nous verrons comment ça marche à l'école primaire. Pour le premier volet, nous irons en CP à la rencontre de Carla et de Yacine. Nathalie Le Breton, je ne sais pas ce dont elle va nous parler après tout ça lundi. De latex, peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Ah là là. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, j'aurais bien vu sa tête. Bon, elle nous rejoindra pour le mat.com et puis on la retrouvera aussi dans la famille des maternelles. Elle nous parlera de la timidité chez nos préados. Et puis, maman, qu'est-ce qu'on mange? Toute la semaine, nous saurons comment bien nourrir notre enfant. Ça, c'est utile. C'est important de nourrir son enfant. Tout à fait. Hein? D'ailleurs, je vais y aller, personnellement. Oui, c'est vrai. On finit, vite. Charlie, vous serez là lundi? Oui, oui. Il y aura aussi Gaëlle et il y aura Sophie, ce sera dans le pêle-mêle. Je serai plus là. Hein. Ouais. En même temps, on y prend goût. Je vais vous manquer, je sens que je vais vous manquer. Déjà, une photo, peut-être. Vous avez vu, fin d'émission, tout de suite, je vous vois, je redeviens dans un truc respectueux. Vous n'avez pas un mot d'enfant pour nous? Caca, de... je sais pas. Caca, non, c'est pas le genre. C'est toujours sympa, caca, ça détend tout le monde, ça évite d'être un peu coincé. Bon, j'en propose un autre, celui de Jules. C'était pas trop celui-là. Hein. Si, allez, on finit sur caca. J'adore. Moi aussi. Non, allez, on montre Jules. Jules était à la montagne et pendant qu'il est en train de dîner, il y a sa maman qui va faire les chambres et qui met son pyjama sur le lit. Que se passe-t-il? Transformation. Et elle montre le pied. Bon, j'arrive pas à dire mon mot d'enfant. Oui, c'est un mot d'enfant. Bref, il finit de dîner, il va dans sa chambre, il voit son pyjama, il fait d'accord. Maman, c'est dingue, c'est le même qu'à la maison. Bon, voilà. Allez, bonne millième, à lundi. J'ai même pas écouté. Merci, Excel. C'est horrible.